Qu'est-ce que ça implique d'être à l'origine de ces actions? Pourquoi Light Yagami s'est fait avoir en arrêtant de douter? Comment les autres participent aussi à façonner mon moi? Et pourquoi Maïté est la super-héroïne de la marmite? Quoi? Qui c'est qui a écrit ça? Toutes ces questions, on essaie d'y répondre dans ce nouvel épisode d'Anthropods, où on parle d'identité. Allez, comme elle dit, place au générique! Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à tous. Bonjour, bonjour! Pour ceux qui nous découvrent, je suis Karna. Et moi je suis Maxime. Nous sommes l'équipe d'Anthropods, le podcast qui parle manga et philo. Bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 5 il me semble. Tout à fait, le 5e épisode depuis que nous avons commencé Oh, au c'est beau. début de cette année. Et Karna, dis-moi de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'un sujet que l'on connaît plus ou moins bien en réalité. On va parler de la quête d'identité. Et pour commencer ce charmant épisode qui s'annonce être particulièrement tortureux, Oh oui. j'ai une petite question pour toi, Maxime. Dis-moi tout. Sais-tu réellement qui tu es? Oh mon dieu! C'est pas vrai! Attends, mais... Oh mon dieu, c'est des mains en face de moi! Qui suis-je? Où vais-je? Quelle question? L'identité, un sujet... En tout homme, en tout lieu, l'homme s'est toujours demandé qui il était. Bienvenue dans Anthropods. Pardon, je suis très fatigué. Non, enfin, oui, je sais plus ou moins qui je suis, mais c'est vrai que c'est une question assez compliquée parce que, bah, au final, je peux avoir des idées de moi-même, mais est-ce que vraiment je suis capable de dire là, maintenant, tout ce qui me définit? Et est-ce que j'ai conscience de tout ce qui me définit? Et puis c'est surtout, est-ce que tu seras toujours la même personne en réalité? Est-ce que la personne que tu es aujourd'hui est la même que celle que tu étais hier? Mais clairement. Parce que le mot identité, ça vient du latin identitas, qui vient lui-même du latin classique idem, c'est-à-dire le même. C'est ça. L'identité, c'est être donc le même, si j'ai bien compris? C'est ça. En fait, comme tu le sais, à chaque épisode, nous, on commence par une définition factuelle, en fait, de ce qui Mmh. nous intéresse. Et aujourd'hui, donc, on s'intéresse à l'identité et on s'est demandé ce que le mot identité en lui-même voulait vraiment signifier. Mmh. Et donc, en fait, il s'avère qu'il y a plusieurs définitions pour ce mot-là que l'on côtoie pourtant au quotidien, puisqu'on va parler de carte d'identité, identité personnelle, identité sociale, identité sociétale, Mmh. identité nationale, identité régionale, enfin bref. On trouve ce mot-là un petit peu partout, sans forcément savoir réellement comment le définir ou comment l'approcher, comment se l'approprier. Et donc, en fait, il s'avère que déjà, il y a une première définition. L'identité, c'est un rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude parfaite. On va parler, par exemple, d'identité de goût entre personnes. Et là, donc, ça va être synonyme avec l'accord, la coïncidence, la permanence ou la similitude. Et donc, on revient sur le principe du même. À côté, on a la définition, une autre définition qu'on a prise du Robert, il me semble. L'identité, ça peut être le caractère de 2 êtres ou 2 choses, en fait, qui sont que 2 aspects divers, on va dire, d'une même réalité, qui elle est unique. Par exemple, le Robert, en tout cas, nous donne l'exemple de l'identité de 2 astres. C'est 2 aspects de la réalité qu'est l'univers. Exactement. En troisième définition, on a le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Par exemple, on a le principe de l'identité nationale, qui est la singularité d'un groupement de personnes liées à un pays ou à une région, si on parle d'identité régionale par exemple. Mmh. Et par exemple, enfin, plutôt pour continuer, l'identité, c'est aussi un ensemble de données, de Mm, faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Par exemple, bah, quand il y a un noyé, on va chercher sa date et son lieu de naissance, son nom, son prénom, sa filiation, donc qui est sa famille. En gros, tous ces éléments définissent l'identité aussi de cette personne.
Tout à fait, et ce sont souvent des éléments qu'on va reprendre, par exemple, dans les avis de recherche. Typiquement, une jeune femme a disparu, elle fait, 1,76 m, elle pèse à peu près tant, elle est habillée de telle façon, elle a les cheveux de telle couleur, et cetera. Ce sont des traits factuels qui vont justement permettre de «définir» entre guillemets l'apparence et le nom, l'identité, légale, on va dire, Mmh. d'une personne, On donne des caractéristiques. c'est ça. Et la dernière définition, c'est, caractéristique de 2 ou de plusieurs objets de pensée qui, tout en étant distinctifs par le mode de désignation, par une détermination spatio-temporelle quelconque, présentent exactement les mêmes propriétés. Et là, déjà, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'on parle d'objets de pensée, on parle de détermination spatio-temporelle quelconque, donc ça veut dire que là, le rapport au temps n'existe plus, en Mmh. réalité. Mais par contre, on parle des mêmes propriétés. Donc ça veut Mmh. dire que ça peut être la caractéristique d'un objet qui n'a pas évolué, qui est Mmh. resté le même au fur et à mesure que le temps passait. On peut par exemple l'attribuer aux grottes de Lascaux. Ouais, malgré le fait qu'elles aient changé, on parle toujours de grotte de Lascaux. Alors il va y avoir grotte de Lascaux 1, grotte de Lascaux 2, grotte de Lascaux 3, mais malgré le temps qui passe, l'identité de grotte de Lascaux reste C'est le la même. principe que c'est une grotte qui se trouve à Lascaux. Exactement. C'est pareil pour la Tour Eiffel, par exemple, pour la Oui. muraille de Chine, pour la Maison Blanche, etc., etc. Et là, pour le coup, on va plutôt parler d'objets. On va pas parler de vivants, d'êtres vivants, mais plutôt de propriétés physiques. Après, chers auditeurs et chères auditrices, vous l'avez entendu, on vous a donné 5 définitions. Mmh, Ce qui montre que le mot identité, en fait, ça veut un peu tout et rien dire. C'est très c'est ça. compliqué de donner une définition, factuelle, qu'on trouverait dans un dico classique, puisque même dans les dictionnaires philosophiques, il y a différents points de vue qui sont utilisés et en fait, toutes ces définitions qu'on vous a citées, elles montrent un problème récurrent avec le concept d'identité. Par exemple, Amélie Horty, elle montre qu'il y a plusieurs conceptions de l'identité et du coup qui induisent différentes questions. Par exemple, l'identité, ça peut être selon la classe. Qu'est-ce qui me distingue de la classe voisine? Par le concept de classe, par exemple, on peut évidemment penser aux classes sociales, d'un point de vue marxiste. Qu'est-ce qui différencie la classe prolétarienne de la classe bourgeoise? Tout à fait. Après, on a également la différenciation entre les individus. Pour des personnes qui se ressemblent, qu'est-ce qui va vraiment les distinguer entre eux? Qu'est-ce qui va vraiment permettre de différencier, par exemple, Maxime de Carnat? Ou, Mmh. qu'est-ce qui va permettre de différencier simplement Maxime de ses parents? Ou Carnat de sa sœur? Ou, Carnat au milieu d'une foule de personnes? Et nous, on n'est pas jumeaux, mais aussi, qu'est-ce qui distingue, 2 jumeaux qui d'apparence, se ressemblent énormément? Exactement. Et elle abordait aussi, et c'est là où ça devient intéressant, la réidentification de l'individu. Et par là, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui me permet de certifier que je suis toujours la même personne? Qu'en gros, je suis fidèle à l'image que les gens se font de moi, ou se faisaient de moi, ou se feront de moi. Et donc là, il y a vraiment le concept de, au final, suis-je immuable? Mon identité est-elle immuable à travers le temps? Et enfin, tu parles d'immuabilité, mais effectivement, qu'est-ce qui permet d'identifier l'individu? En fait, qu'est-ce qui permet d'identifier une personne par essence? C'est un mot important. Qu'est-ce qui permet d'identifier une personne par essence alors qu'elle peut changer, mais toujours être identifiée comme la même personne? En fait, sur toutes les définitions, toutes les conceptions de l'identité que met en lumière Amélie Rorty, il y a toujours cette, tension, cette opposition, voire cette, rencontre entre 2 concepts, la mêmeté, c'est-à-dire le fait d'être le même sur un temps Mmh. donné et un espace donné, et le changement. Et ces 2 notions, elles nous ramènent à 2 philosophes qu'on met souvent en opposition, notamment pour parler de la question de l'identité et du jeu, autre point sur lequel on reviendra tout au long de l'épisode. Ces 2 philosophes, ce sont Parménide et Héraclite. Parménide, dans un premier temps, il va se concentrer sur l'idée de mêmeté. Pour lui, l'être, c'est l'essence de tout. En fait, il y a l'être, le jeu au final, et Mmh. le reste, qui va être le non-être. Ainsi, pour Parménide, en fait, rien ne change jamais. Traditionnellement, en fait, on définit cette pensée avec une équation mathématique assez simple. A est égal à A. Jusque-là, tout est cohérent, tout est logique. Ah là, on peut pas contester. Mais avec cette équation un peu simple, en fait,
A, ça ne peut pas être égal à B et B ne peut pas être égal à A. Après, il y a quand même un problème qui est soulevé, notamment par différents philosophes, qui disent qu'avec cette formulation, c'est que si on change les termes, en fait, ça veut littéralement dire, par exemple, un manga, c'est égal à un manga. Mais, enfin, Carnet, est-ce que tu vois un sens dans cette phrase Non, parce que du coup, ça voudrait dire en fait que n'importe quel manga est l'identique de n'importe quel manga. Et donc concrètement, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, ça voudrait dire que toutes les comparaisons auxquelles on peut assister entre mangas, donc par exemple One Piece bat Dragon Ball ou inversement, etc., n'auraient strictement aucune raison d'être à proprement parler, puisque du coup, étant donné que les deux univers seraient strictement les mêmes, la comparaison n'a pas lieu d'être. Et en plus, quand je dis un manga est égal à un manga, A est égal à A, en fait, ça sous-entend déjà que ben, on connaît l'unité, en fait, le cœur de ce qui relie la chose à elle-même. Mm. Effectivement, tu vois, quand tu dis le manga est égal à un manga, ça veut dire que les deux univers sont identiques. Alors que, en fait, justement, ces deux univers, c'est ce qui définit chaque manga. Donc, quand on le ramène à la personne, quand on le ramène à l'identité, quand je dis que A est égal à A, c'est-à-dire que je suis est égal à je suis, en fait, c'est un peu tautologique. C'est-à-dire on ne cherche pas à définir la réalité qui se cache derrière l'équation. C'est ça. Surtout qu'en plus, il y a un autre problème avec cette pensée, c'est qu'elle ne prend pas en compte le vieillissement. C'est-à-dire que si on part de ce principe-là, donc A est égal à A, ça veut dire que Maxime, qui a 1 an, est égal à Maxime qui en a 21. Sauf que, entre-temps, il s'est écoulé 20 ans, t'as eu le temps. Je suis très douée en mathématiques. Non, mais félicitations, félicitations. Il s'est écoulé 20 ans, t'as eu le temps d'apprendre des choses, Ouais. de vivre des choses. Oh oui. Qui- Papy Max. Tu sais de mon temps. Mais tu as le temps d'avoir des expériences qui sont venues, en fait, te transformer, qui ont participé à ton changement, qui ont participé à ton évolution, en fait, tout simplement. Et là, cette pensée-là ne le prend pas en compte. Par contre, si vous avez suivi notre développement, le changement, c'est Héraclite qui le prend en compte. Ouais. Justement, Héraclite dit que l'être, il s'identifie au changement. C'est ça, Carnat? Ouais, tout à fait. Lui, il arrive et il dit tout coule et rien ne demeure. C'est exactement le principe du t'as le point A et pour aller au point Z, eh ben, t'as plein d'étapes, t'as plein d'épreuves et tout ça va te transformer. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, en fait, pour lui, on va prendre la comparaison, on va transposer ça sur une rivière. Mm. Pour lui, les choses sont comparables à ce courant qui va varier selon les saisons, selon les températures, selon la pluie, selon etc., selon énormément de Mhm. facteurs. Donc, ils vont venir, en fait, ajouter de la vie au fleuve à proprement parler. Et en plus, il ajoute que tu peux pas être 2 fois dans le même fleuve. Pour la simple et bonne raison que l'eau avec le courant va couler et ce ne sera donc jamais 2 fois exactement la même eau. Ce sera peut-être le même endroit, mais ce ne sera pas la même eau dans laquelle tu viendras te baigner. Et même moi, quand j'irai me baigner la deuxième fois dans cette rivière, Tu ne seras pas le même. Exactement, j'aurais changé, j'aurais évolué. Déjà, j'aurais déjà expérimenté mon rapport avec cette rivière. Et donc, c'est ainsi qu'il arrive avec cette conclusion. L'homme ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière, puisque la rivière aura changé, et l'homme aussi. Si rien n'est fixe, comment est-ce qu'au final, je parviens, moi, à m'identifier? Comment est-ce que mon identité est maintenue? Question hyper compliquée parce que, en soi, on s'est tous déjà demandé à un moment donné, mais qui suis-je? On s'est tous posé à un moment la question. En tout cas, moi, je me souviens me l'être posée quand j'étais ado en me disant, mais et si j'étais pas réellement la personne que je suis? Typiquement, chez les enfants, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, à un psy, je crois. Enfin bref, peu importe. T'as un moment de l'enfance où le petit ou la petite est persuadé de ne pas être l'enfant de ses parents. Et donc, tu as toute une reconstruction, toute la construction filiale de l'identité filiale qui se fait. Et si je n'étais pas l'enfant de mon père? Et si je n'étais pas l'enfant de ma mère? Et si j'étais l'enfant du facteur? Et si on m'avait échangé à la maternité? À la maternité, oh mon Dieu. Tu vois? Et donc, en fait, il y a tout ça. On a tous, à un moment donné,
ce moment de: «Et si j'étais pas réellement qui je suis?» Ça veut dire que je suis qui, au fond? Alors, qui je suis au fond, c'est quelque chose que Aristote essaiera de fusionner en mélangeant à la fois la vision de Parménide et celle d'Héraclite, puisque Toujours dans pour les lui bons coups celui-là, hein. bien sûr, non mais Aristote il avait le nez, il avait le nez. Aristote, lui, il dit que mouvement et changement, en fait, c'est différent. En fait, ce qui se transforme, ce qui se meut, c'est pas nécessairement transformé par son mouvement et ça peut rester identique à lui-même. En fait, pour Aristote, sous le sensible, c'est-à-dire les descriptions, le matériel, Mmh. en fait, il y aurait la substance, c'est-à-dire ce qui se tient sous les changements. Par exemple, pour revenir au manga, le manga, il a jauni. Alors, pas ma collection personnelle parce que j'ai un sérieux problème avec l'état de mes mangas, mais de fait, mon manga, il a jauni, les pages se sont cornées, mais en fait, ça reste un manga. C'est ça la substance. Et l'histoire reste la même, Et surtout. l'histoire reste la même. Je lis toujours mon manga. Je lis toujours, mon, Transparente des éditions Kurokawa. J'ai pris le premier manga qui était face à moi. C'est pas le pire, ça va, Ça va, ça va. ça va. Mais du coup, toutes ces questions, en fait, elles supposent une chose, c'est: est-ce que je suis à l'origine de mes actions? Parce que s'il y a constamment changement, la personne qui a fait ça dans le passé, est-ce que c'est toujours moi? Et du coup, on en arrive à la problématique qui va structurer l'épisode. Comment être certain que c'est moi? Ouh là, je l'ai dit avec une émotion. C'est moi? Vas-y, continue. C'est moi qui ai fait ça, en fait. Comment qui je suis? Mais c'est quoi mon identité? Merde! Et donc dans un premier temps, l'une des conceptions principales pour, définir, l'identité, c'est l'identité personnelle. Ouais. En gros, l'identité personnelle, c'est littéralement: «Qui suis-je?» Comment je me définis? La quête d'identité, qui est un peu la base de notre épisode, mais en fait, elle peut se redéfinir, se renommer comme la recherche de soi. Et cette recherche de soi, elle commence, en fait, par la définition de son identité et c'est là où évidemment la base de cet épisode, c'est bien la position, cartésienne, celle de Mmh. Descartes donc, qui dira: «Je pense donc je suis». Descartes, il s'est posé des questions dans sa vie, tu vois? Il s'est dit: «OK, je j'ai besoin de m'occuper l'esprit». En plus d'être un mathématicien, le mec, il se pose des questions, quoi. Exactement. En fait, Descartes, il se pose la question de: «Qui suis-je?» et surtout: «Est-ce que j'existe?» Dans, Discours de la méthode, pour lui, l'identité du sujet est fondée sur le fait qu'il pense. Pour savoir qui je suis, quelle est mon identité, je dois m'interroger sur tout. Donc, pour ça, quelle est la technique à faire? C'est Douter. de douter, exactement. Et pour ça, pour venir à la base de ce qui me définit, il va établir 3 types d'étapes pour douter et donc éliminer toutes les fausses représentations, tous les mauvais éléments qui pourraient, l'amener à une mauvaise conception de son identité. Premièrement, il va douter de ce qui l'entoure. Parce que oui, bah, en gros, est-ce que, ce qui m'entoure existe de manière figée? Alors que, par exemple, tu vois, quand je mets un bâton dans l'eau, en fait, sa forme peut se déformer. Donc est-ce que c'est vrai ce que je vois? Bah, je peux pas Ouais, le prouver. ouais, d'accord. Alors, ça me ramène à une deuxième étape de doute. Je vais douter de mes représentations du monde. Parce que, bah, ouais, mon imagination, elle peut me tromper. Tu vois, je peux confondre des gens parce que je t'ai vu de loin et je t'ai pas reconnu. Il devait pas être Heu, très aimé des catholiques, lui, hein? non, 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 l'école scolastique, l'a pas trop remercié quand il a quitté les rangs. Ah bah, ouais, tu m'étonnes. Toujours sur les représentations, toujours sur l'imaginaire. Tu vois, quand je rêve, Ouais. je sais que c'est moi, mais je suis dans un monde qui n'existe pas. Ouais, Et ouais, pourtant, oui, j'ai oui. l'impression de vivre quelque chose de tangible. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter notre épisode sur les rêves. Tu plus rapide que moi sur ce coup-là. Et enfin, dernière étape, après avoir mis en doute tout ce que je vois et tout ce que je ressens, je dois mettre en doute tout ce que je sais. Donc je D'accord. doute des vérités mathématiques. Parce que, ouais, tu vois, tout à l'heure, on disait A est égal à A. Tu vois, Ouais. c'est un principe mathématique. Ouais. Mais est-ce que tu peux me prouver en l'état qu'un malin génie, eh beh, il aurait pas pu me glisser cette idée pour que je sois dans le faux tout le temps?
Tu sais que ça me rappelle une anecdote de quand j'étais au Ouais, lycée. J'avais un pote qui avait fait prépa, je OK. crois, prépa maths sup maths spé, un truc comme ça. Et le lycée l'avait convié parce qu'il voulait faire je sais plus quelle grande école, enfin bref, peu importe. Mmh. Et le lycée l'avait convié à donner une conférence sur ce qu'était sa prépa. D'accord. Et ben il a réussi à leur démontrer que 1 + 1 égale 3. Oui, 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 bah, voilà, la preuve, Voilà, voilà, voilà. s on t'apprend que 1 + 1 est égal à 2, mais 1 + 1 est égal à 3. J'ai pas les compétences pour prouver, Moi non mais voilà. plus. Donc bref, je peux pas affirmer que le résultat mathématique est vrai. Alors du coup, Descartes, il se rend compte de quelque chose. En fait, la seule chose dont il ne peut pas douter, c'est le fait qu'il est en train de douter. Donc c'est-à-dire le fait qu'il est en train de penser. Et du coup, on arrive à la fameuse phrase de Descartes. Je pense, donc je suis. Exactement. En fait, l'identité du sujet, elle est définie par son âme, dont la caractéristique essentielle est celle de penser. La pensée, le fait de penser, l'acte de penser, c'est ça notre identité. Ouais, mais du coup, si tu penses que tu n'es pas toi-même, qui es-tu? Eh bien, très bonne transition puisque ça me rappelle un manga sombre, un manga noir, un manga Attends, qui attends, fait attends. peur. Je crois qu'aujourd'hui, on dirait que c'est un banger. Ah, il me semble que c'est une masterclass. Que dis-je? Une death masterclass. Puisqu'on parle bien évidemment du manga Death Note de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, en 13 tomes chez Kana et dont un Ouais. spin-off est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble, quelques années, 2 ou 3, qui s'appelle Death Note Short Story. Et Karna, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Death Note? Alors, Death Note, alors déjà pour ceux qui l'auraient manqué, il est dispo sur Netflix en intégralité depuis, pas très longtemps. Et en fait, l'histoire de Death Note, c'est l'histoire d'un adolescent qui se prépare, à passer, il est en terminale si je me souviens bien, il se prépare, Mmh. à passer en école sup. Et cet adolescent s'appelle Light, Yagami. C'est l'élève parfait, il est beau gosse, il est plutôt, bon élève, voire même très bon élève. Son père est policier, il a une petite sœur, sa mère est mère au foyer, non, non, il a une vie, plutôt parfaite. Sauf qu'il s'emmerde. Dans sa vie, il s'ennuie. Ce garçon, il s'ennuie, il fait absolument tout ce qu'on attend de lui, mais il se fait chier, voilà. Et un jour, il va tomber sur, par pur hasard, sur un cahier noir sur lequel il y a marqué Death Note. Et dedans, il y a des instructions en anglais qu'il prend, alors je ne donnerai pas les instructions pour éviter de donner de mauvaises idées, à certains ou certaines. Mais du coup, au départ, il les prend, un peu à la légère et en fait, il se rend compte que, les instructions disent la vérité et du coup, il va se construire une identité totalement fictive qu'il va prénommer Kira. Et donc ce Kira, va se poser en justicier ultime dans le but, de créer une société supposément parfaite. Et effectivement, la particularité avec Death Note, c'est que ce fameux Death Note permet de tuer. Et oui, le fameux Death Note, en l'occurrence, permet de tuer. Il suffit d'écrire le nom et le prénom d'une personne que vous avez déjà vue, hein, attention, Bien sûr. parce que sinon, bonjour les homonymes, pardon, et bonjour la casse. Voilà, il faut avoir vu la personne, il faut connaître son nom, son prénom. On peut, dans les 40 secondes qui suivent, l'inscription du nom et du prénom, préciser les causes de la mort. Sinon, c'est arrêt cardiaque, systématiquement. Et en fait, il faut savoir une chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas Death Note, c'est que le carnet ne vient pas, de nulle part. Il appartient en fait à un dieu de la mort qui s'appelle Ryuk. Ryuk. Le grand, le magistral Ryuk. Oui. Et donc en fait, lui, c'est pareil, il se faisait chier dans le monde des dieux de la mort. Du coup, il a balancé, un Death Note qu'il a volé à un autre dieu de la mort pour, aller s'amuser avec les humains, pour voir ce que ça pouvait donner, pour mener sa petite expérience sociale. Et justement, en fait, Death Note, outre le bien et le mal, la question de la moralité dont forcément on parlera, lors de l'écriture de cet épisode, en fait, je cherchais un manga qui, parlait du doute et je trouve que Death Note met particulièrement bien ça en scène. Dans Death Note, en fait, Light Yagami construit, son identité fictive, donc Kira, en doutant de tout. Il doute de tout son entourage, que ce soit son père, sa sœur, sa famille, ses amis, même un personnage,
portant le nom d'une lettre de l'alphabet, avec qui Oui. il aura des aventures. Bref, il doute de tout, même de ses représentations du monde, puisqu'il remet en question, Ouais. dès le départ, sa représentation du monde, du moment où il a son carnet. Cependant, la troisième étape du doute, c'est celle du malin génie. Et justement, lui n'a pas mis en doute ce malin génie que pourrait être Ryuk. Ouais, c'est vrai. En fait, Ryuk, c'est un peu le génie de la lampe. C'est celui qui te promet un pouvoir, un vœu pour changer la société. Et quand Light arrête de douter, eh ben, c'est justement là où tout son monde artificiel, au final, Mmh. tout son royaume, c'est là où ça va s'écraser, s'écrouler. Ouais, c'est vrai. Et sans spoil, va l'amener à des événements, Dramatique. pour le moins dramatiques. Mmh. Surtout qu'en plus, il va entraîner du monde avec lui, hein. Exactement. Donc, à travers la question de Death Note, le doute est quelque chose de crucial dans notre fonctionnement pour déterminer qui nous sommes. Mmh. Parce que du moment où nous ne doutons pas, nous perdons ce qui nous relie à notre nature la plus profonde et on peut devenir l'objet, l'instrument d'une force que nous ne maîtrisons pas. Donc les gens, doutez. Exactement. Mais de toute façon, c'est le principe de base, typiquement lorsqu'on t'apprend l'esprit critique à l'école, c'est apprends à douter et à vérifier les informations que tu as sous le nez. C'est le principe de base, hein. Et en parlant d'esprit critique, passons à l'auteur suivant qui lui aussi a questionné l'identité personnelle. Lui a une question de l'identité d'un point de vue beaucoup plus transcendantal. Il en a fait, bien évidemment, sa philosophie. Il s'agit de Kant. Kant. Oh, bon sang. En effet, Kant, dans Anthropologie au point de vue pragmatique, il souligne quelque chose d'extrêmement intéressant. Puisque, en fait, pour lui, et on l'a évoqué en début d'épisode, quand on est enfant, on se sent personne. Ouais, alors ça par contre j'ai une question. Oui. Quand il dit qu'on se sent personne, c'est on se sent vide de toute identité, on est d'accord? Non, on a l'impression d'être soi. En fait, quand tu es enfant, Mmh. quand tu as, 1 an et que tu dis, «Je veux du chocolat», tu tu ne dis pas: «Moi», tu dis Maxime veut du chocolat. exactement. Kant développe dans toute sa théorie la question du ressenti, OK. en opposition à la pensée. Ouais. En effet, du moment où on se pense, vous l'aurez compris avec, Descartes, on prend conscience de soi. Ouais. En fait, ce qui permet de définir son identité, c'est un changement de paradigme lié au fait de penser soi-même, c'est-à-dire de s'entendre. OK, ouais. OK, d'entendre ses propres pensées. Exactement. En OK. fait, il y a un retour critique par Ouais. rapport à nous-mêmes et c'est là où nous avons une dignité. Alors, dignité, c'est des mots compliqués, hein, comme ça, c'est pas évident. Kant n'est pas évident forcément. Donc, qu'est-ce qu'on entend par dignité? En fait, on est une personne, on a conscience de nous parce qu'on a une fin en soi. Cette fin en soi, en fait, elle est intrinsèquement déterminée par notre liberté à choisir nos actions. Puisque je suis capable de choisir mes actions, je suis une personne. On n'est pas Mmh. déterminé par la nature, tu vois, par des besoins, des éléments extérieurs. Mmh. C'est ce qui nous différencie au final des animaux très primaires. C'est ça. OK. Les animaux sont déterminés par des instincts sauvages, Par des besoins, par OK. des pulsions, Ouais, finalement, voilà, c'est ça, par liées des à la pulsions. nature. On parle d'instinct reproductif, de chasse, Boire, manger, enfin, certains humains sont très dictés par ça aussi, hein, quand même. certes. Mais il n'en reste que, malgré tout, même eux ont une conscience réflexive et donc une fin en soi puisqu'ils choisissent leur Mmh. action. Or, pour choisir ses actions, on doit avoir la notion de soi-même, Mmh. du moi. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'en ayant conscience de nos actes dans le temps, donc de nous, on s'appréhende comme le même. Et dès lors, on définit son identité. D'accord. Parce que j'ai conscience de mes actes et de leurs conséquences dans le temps, je sais que c'est moi qui les détermine, et donc j'ai mon identité. En fait, pour Kant, il y a un passage au moi, au je, qui est Ouais, sans retour. On passe d'un sentiment de soi d'accord. à son explication par la pensée. Compliqué tout ça, ma parole. Kant est c'est du dur, hein, c'est Ouais, costaud, ouais, ouais. mais J'aurais pas aimé être sa meuf, hein.
Oh! Personne n'aurait aimé être ami avec lui. Mais ce qu'on doit retenir au final, si vous avez besoin de retenir quelque chose, c'est que l'identité, elle se construit du stade de sentiment au stade de pensée à travers la capacité d'entendement. C'est les 3 mots-clés qui définissent l'identité. En tout cas, une des 3 visions de Ouais. l'identité et la plus simple pour Kant. Et cette opposition entre nature et conscience, entre sensation et pensée, tu l'as mis en relation avec le manga Ouais, To the Abandoned Sacred Beast de chez Pika. ouais. Alors, ce manga, qui pour moi est une perle, donc vient de se terminer en 15 tomes. Donc, si vous pouvez le lire, lisez-le. C'est vraiment enfin, concrètement, pour moi, c'est vraiment un manga qui aborde des thématiques qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'histoire est plus ou moins simple tout en étant extrêmement compliquée. On est dans un pays où il y a eu une guerre. Et en fait, pour gagner la guerre, l'un des pays a créé ce qu'on appelle en fait des bêtes divines, qui sont en fait des humains, des soldats, qui ont été des cobayes d'expériences scientifiques, auxquels on a injecté des capacités animales. Certains ont totalement perdu le sens humain, d'autres ont réussi à le conserver, mais à quel prix? Et en fait, tout le manga va tourner autour, en gros, tu vas avoir la fille de l'une de ces bêtes divines, qui s'appelle Nancy Charlotte Bancroft, qui cherche à venger son père qui a été assassiné. Et en chemin, elle va rencontrer Hank, qui est un vétéran de la guerre, qui lui cherche justement à découvrir la vérité derrière le programme des bêtes divines et éventuellement à sauver ses anciens soldats, ses anciens compagnons d'armes. Et il va se rendre compte, en fait, au fur et à mesure dans le manga, il y a toute cette question sur déjà la perception des héros en temps de guerre et post-guerre. Mhm. Il y a toute cette conception-là. Donc déjà, si ça vous intéresse, je vous invite fortement à écouter le premier épisode du podcast qui aborde justement le mythe des héros. Donc il y a ce point de vue-là, mais il y a également le point de vue de la science, la manipulation génétique, qui vient nuire en fait à l'identité d'un individu. C'est-à-dire que parmi les bêtes divines, Hank est une bête divine. Hein, on l'apprend dans le manga, c'est une bête divine. Mais lui, il a réussi à conserver sa part d'humanité. D'autres bêtes divines se sont complètement laissées aller à leur part animale et ne sont plus réellement des êtres humains. Et donc il y a toute cette recherche autour de comment ça bascule, comment ce soldat a basculé, qu'est-ce qui a fait qu'il a su garder son identité humaine, etc., etc. Donc il y a tout ça et il y a cette réflexion autour de critique de la science qui cherche à dépasser justement ses attributions, etc. Avec To the Abandoned Sacred Beast, ce qui est intéressant, c'est justement le retour à la sensation. Là où Kant, justement, on disait que pour un humain normal, Mm. c'était un passage sans retour du je me sens moi à je me pense moi. Là, au contraire, Comme ils deviennent monstres, ils retrouvent cet état animal qu'ils avaient peut-être un peu oublié et qui va finir par les dévorer. Pas pour tous, mais pour certains. et du coup, pour les victimes qui deviennent animales, eh bien, c'est le monde des sensations, le monde des pulsions, le monde Totalement. des besoins, Ouais. plus que le monde de la liberté, le monde des actes dont ils sont à l'origine. Bref, c'est un manga très intéressant pour parler de ce conflit entre nature et homme. Ouais, C'est totalement. disponible chez Pika. Chez Pika, en 15 tomes, c'est pas forcément un manga qui est hyper connu, à mon grand dam. Malheureusement. Mais ça reste une pépite du catalogue de chez Pika qui mérite vraiment d'être connu, sachant qu'en plus de ça, l'auteur, si je ne m'abuse, il est derrière Dusk Maiden of Amnesia, Très bien. mais également derrière Tales of Wedding Rings, pardon, qui n'aborde pas du tout le même sujet, mais en tout cas, il se trouve derrière ce manga. Et il y a un animé apparemment, ce que je ne savais pas, pour To the Abandoned Sacred Beast, qui est sorti en Ah, 2019, mais oui, c'est vrai. Oula, ça fait qui longtemps. est sur Crunchyroll, qui a été réalisé par Mappa. Très bien. D'accord. Pas du tout au courant. Donc, To the Abandoned Sacred Beast chez Pika en 15 tomes, c'est à relier avec Kant. Mais, autre notion pour définir l'identité personnelle, c'est bien évidemment celle de Paul Ricoeur et la question du récit. En effet, Ricoeur,
il va reprendre les fondations cartésiennes, donc Descartes, mais pour autant va les critiquer. En effet, pour lui, le cogito, je pense, donc je suis, cogito ergo sum, pour lui, le cogito, la pensée, il la considère brisée. En effet, pour lui, Descartes, en fait, il développe une identité personnelle qui est trop coupée avec l'extérieur. Pour Ricoeur, l'identité, elle est bien plus complexe. Et pour expliquer sa théorie, il va opposer deux termes qui sont la mêmeté, l'idem, et l'ipséité, l'ipsé. Voilà, s'il vous plaît, ne prenez pas peur, n'arrêtez pas le podcast, ça va bien se passer, on est là pour vous faire du bien. Ouais, alors ça, c'est parce qu'ils ont pas vu ma gueule, hein. Certes, mais Parce que je suis quand même la tête sur le côté, les yeux grands ouverts en mode ça va le faire, ça va le faire. Donc c'est deux termes qui peuvent faire assez peur, mais au final qui sont assez simples. En fait, la mêmeté, l'idem, c'est le fait d'assurer la permanence de soi dans le temps. En gros, en fait, c'est avoir des caractéristiques. C'est se dire, bon Maxime ben, est qu'est-ce que chauve. ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai? Bon ben, je suis chauve, j'ai les yeux bruns. Putain, je vais chialer. Non, mais voilà, ouais, je suis chauve, j'ai les yeux bruns, et cetera. Enfin, tu vois, c'est ça les caractéristiques. D'ailleurs, Ricoeur, il aime bien définir l'idem grâce à la notion de caractère. Tu vois, c'est un caractère stable, à la fois par les habitudes qu'a quelqu'un et aussi par ce à quoi la personne s'identifie. Donc, tu vois, j'ai à la fois l'habitude de faire quelque chose, je sais De pas, prendre ton café le matin. voilà, de prendre mon café le matin et de savoir pourquoi je le prends, de savoir comment je l'identifie en fait. Je l'identifie parce qu'on m'a appris ça, quand j'étais petit, je voyais mon père faire ça, etc. C'est ça le caractère. Et donc, le caractère constant durant le temps crée la mêmeté. Ok. Voilà. En opposition à ça, plutôt en tension, pour avoir les termes exacts, il y a l'ipséité. En fait, l'ipséité, c'est se distancier de son caractère pour dire que je suis à l'origine, D'accord. que je suis à l'initiative de mes actes et de mes paroles. C'est le principe de L'ipséité, responsabilité un peu, non? alors, plus ou moins. On y viendra dans l'épisode qui viendra la semaine prochaine, mais il y a de ça. En fait, c'est être capable de dire qui a fait ça. Dans 2 semaines, pas la semaine prochaine. Dans Oui, 2 semaines. pardon, dans 2 semaines. En fait, l'ipséité, c'est être capable de dire qui a fait ça. En gros, je suis capable de dire j'ai lu un manga ou par rapport à l'idem, j'ai l'habitude de lire du Mmh. manga. Et non, on m'a forcé à lire un manga ou je sais pas comment je suis arrivé là, mais je suis en train de lire un manga. Tu vois? Ok. Et du coup, pour aller plus loin, en fait, l'ipsé, c'est être capable de dire ce qui n'est pas de moi et du coup, qui permet donc de dire, même si mon caractère subit des turbulences, même si Ouais. tu vois, je change, tu vois, je peux être en colère, Ouais. mais pour autant, je me maintiens, je reste moi. Ok. Et en fait, pour résumer, en fait, l'identité, selon Ricoeur, c'est la tension entre l'idem et l'ipsé. Ok. Et en fait, tout simplement, et c'est ça qu'il faut retenir concernant Paul Ricoeur, en fait, l'identité, c'est le fait d'attester de son action. Mais pour autant, attester différents événements sans les mettre en lien, en fait, ça permet pas d'assurer la permanence dans le temps, tu vois, Mmh. dont je parlais tout à l'heure. Du coup, comment faire? Bah, en fait, pour créer du lien, on va mettre en récit nos actions. C'est-à-dire qu'on va établir un système organisé avec, comme une histoire, Ok. avec un début, un milieu et une fin, où il y a des événements sous forme d'intrigue, avec Ok. des moments de creux et des rebondissements. Et c'est comme ça que, tu vois, par exemple, en racontant, tu vois, par exemple, je te raconte ma journée, voilà, Mmh. ou même là, ce qu'on est en train de dire. Quand tu dis ah, c'est un de mes coups de cœur, ah, j'ai Mmh. adoré To the Abandoned Sacred Beast, c'est génial, achetez-le, ouais. Ben, en fait, justement, Tu l'imites vachement bien, hein. eh, j'ai des petits talents, pas piquer des hannetons. Mais c'est comme ça, tu vois, qu'en racontant, en fait, je fais mien mon caractère, je me l'approprie. D'accord, ok. Et aussi, encore mieux, et c'est pour ça que j'adore Ricoeur, c'est que en racontant mon récit à quelqu'un, je resitue mes actions et je peux même prendre conscience de certains éléments implicites de mon action passée. Ok. Tu vois, ouais, je sais pas, je me sentais pas bien à ce moment-là. En même temps, tu vois, la semaine dernière, et je fais: «Ah,
Eh oui, mais c'est vrai que la semaine dernière, j'y avais pas pensé, mais j'avais fait ça. Ouais, OK. D'accord, OK. Ouais, je Et vois. en fait, en racontant, je parle de moi, je parle de ce qui me correspond, mon caractère, et en même temps, je prends distance avec lui. Tout ça, je le raconte, je le mets en récit, et c'est comme ça que je crée mon identité. D'accord. OK et ça, on le retrouve pour le coup dans 2 mangas, dont un dont tu voulais parler, qui est Welcome Back Alice? Yes, Welcome Back Alice, de Shuzo Oshimi, actuellement en 2 tomes chez Pika et 7 tomes terminés au Japon. OK. De quoi parle ce petit manga qui reste un bijou, mais qui nous retourne tous le cerveau? Enfin, en tout cas, moi, perso, le premier tome m'a Ah, explosé le cerveau. c'est n'importe quoi. En fait, pourquoi je veux parler de ce manga avant tout? C'est parce que en fait, le récit que je vous ai présenté depuis tout à l'heure, c'est littéralement, ça reprend la construction narrative, qu'on pourrait avoir en littérature et donc les mangas, en fait. Mmh. Tu vois? Je raconte une histoire, celle de ma vie. Ouais. Ouais. Et Welcome Back Alice, de manière détournée certes, mais raconte la vie de son auteur. En effet, l'histoire c'est, 3 ados, Yohei, Kei et Yui, qui sont, donc en 1re année de collège et Yohei, tu vois, il a développé, des sentiments pour Yui OK. qui, elle est plus sur, Kei, tu vois? OK. Bon, il va y avoir des problèmes entre eux, ça va être compliqué et Kei un jour va quitter Tokyo, et bon, bah, du coup, ils sont plus potes. Mais tu vois, des années après, Yohei, il rentre, au lycée et bon, il est toujours sur Yui et il y a une nouvelle élève qui arrive en classe et cette nouvelle élève, c'est Kei. Donc évidemment, ce manga parle de transidentité, Mmh. thème extrêmement passionnant et surtout qui raconte la vie, ou en tout cas les pensées de Shuzo Oshimi, son auteur. Alors, malheureusement, j'ai pas fait assez de recherches, donc je ne sais pas le genre de l'auteurice actuellement, donc je vais parler en inclusif. Mais actuellement, de ce que j'ai compris, Shuzo Oshimi parle justement de son rapport à la non-binarité et à la transidentité, bien que en l'état, la manière dont il le montre est assez critiquable. Et donc, par rapport à la notion de Paul Ricoeur, voilà, va reprendre les procédés narratifs de sa vie et va, à travers la personne de Kei, exprimer tous ses questionnements, tout son récit, toute sa vie, toutes ses péripéties, et donc va mettre en récit son identité et donc aussi ses questions autour de la transidentité et de la non-binarité. OK. D'ailleurs, en parlant de transidentité, il me semble que tu voulais parler d'un autre manga qui Ouais. parle justement de ça. Ouais. Alors, en fait, le manga, alors moi, je l'ai beaucoup, apprécié. C'est un manga de chez Akata qui s'appelle, Ouais. Boys Run the Riot, qui est signé de Gaku, Keito et en fait, donc l'histoire se veut plus ou moins simple, mais en tout cas, de ce que j'avais compris à l'époque, était autobiographique Mhm. et en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme née femme qui ne se sent pas femme. D'accord. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la culture japonaise, la société japonaise est extrêmement codifiée. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais fut un temps, il fallait absolument rentrer dans les cases, faire ce qu'on attendait de nous, et cetera, et cetera. Alors quand je dis «nous», je me mets à la place d'une jeune personne japonaise, mais en tout cas, il y avait cette notion de il fallait servir, la société, selon ce que la société attendait de toi. Sauf que le personnage de Rio, donc, qui est née assignée femme à la naissance, ne se sent pas bien dans son corps. Elle est à la recherche de son identité et en fait, en rencontrant un nouvel élève, c'est un nouvel élève va débarquer dans sa classe et c'est là où tout va basculer et Rio ne va plus accepter, considère, sa personne, son individualité comme de genre féminin, mais Mhm. du coup va chercher à s'affirmer et donc à se faire accepter en tant que garçon et ça va tourner autour de tout ça, de l'acceptation de soi, du regard que les autres vont porter sur toi, de l'acceptation des autres, de l'acceptation sociétale. Quand il y a des gros changements comme ça, même si c'est, pour être davantage en accord avec toi-même, ça reste des changements qui sont considérés comme très importants. Mais en tout cas, il y a toute cette notion-là autour de l'identité personnelle, mais aussi de l'identité sociétale et de l'identité Mhm. sociale.
Et donc c'est hyper intéressant. C'est une série en 4 tomes qui est hyper intéressante, vraiment sur la recherche de, bah, OK, moi je me sens comme ça, mais la société me voit comme ça. Comment est-ce que je peux faire pour que la société me voit comme moi je me vois? Ou est-ce que je suis obligée de correspondre à ce que la société elle voit en moi? Et cetera, et cetera, et cetera. Et en sachant que moi j'ai plutôt l'étiquette de garçon manqué, que, je fais de la muscu, je suis grande, j'ai des épaules, enfin voilà, on m'a déjà appelé monsieur. C'est même pas une blague en plus de ça. Pourtant, j'ai les cheveux archi longs, hein, j'ai les cheveux qui m'arrivent, aux lombaires, j'ai pas voilà, je suis pas chauve, sans Mmh. La chance, la chance. si tu veux, je peux t'en passer vu la longueur que j'ai, on OK. peut te faire des perruques. OK, ça me va. OK, ça part. Mais bref, voilà, mais j'ai cette étiquette de garçon manqué et du coup, c'est vrai qu'à l'adolescence, moi, je me posais la question de savoir si, bah, est-ce que je suis vraiment une femme? Est-ce qu'au final, je suis pas entre guillemets «déviante» par rapport à la société, par rapport aux autres? Comment est-ce que je suis censée vivre, cette, entre guillemets «différence» en sachant qu'à l'époque, être garçon manqué, c'était pas forcément, très bien accepté, hein? Voilà. Et alors j'ai une question par rapport Ouais. à ça. Justement, toutes ces questions, que tu t'es posées, est-ce que c'est justement à travers tes expériences que tu pu te les poser? En fait, je pense qu'à l'époque, ces questions-là, je me les suis posées à cause de mes expériences. Mmh. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que moi, je ne m'identifie ni comme un homme, ni comme une femme, je m'identifie comme un individu. Je suis moi. Maintenant, tu veux me coller l'étiquette d'homme, tu veux me coller l'étiquette de femme, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, Ouais. concrètement. Sauf que moi, mon adolescence n'a pas été extrêmement, agréable et j'ai un père, biologique, et je pense que ce sera l'une des rares fois où j'aborderai le sujet. J'ai un père biologique qui est très codifié par rapport à ce que doit être une femme ou un homme et en fait, il m'avait renvoyé à mon genre et il m'avait dit, Ouais. concrètement: «Il faut que tu comprennes ce que c'est une femme, ce que ça doit être, ce que ça doit faire, ce que et cetera et cetera. Il faut que tu comprennes quelle est ta place». Mmh. Et en parallèle, moi, j'avais ma mère qui me disait: «Bah non, mais tu peux faire exactement ce que tu veux. Si tu veux avoir les cheveux roses, tu peux avoir les cheveux roses. Si tu veux être Oui. astronaute, tu peux être astronaute». Enfin, il y Ouais. avait pas de il y avait pas de problème. Et donc en fait, moi, c'est à partir de là, de ce renvoi à mon genre et plus les nanas qui étaient au lycée avec moi, l'image qu'elles renvoyaient, comment elles se comportaient et cetera. Ce que je voyais à la télé, ce que je voyais au cinéma, Mmh. ce que je voyais dans les magazines, où j'ai commencé à me poser des questions sur: «Mais est-ce que je suis réellement une femme?» Alors justement, si ça te va, je trouve que ça fait une bonne transition avec l'auteur, qui suit, qui est Sartre, la figure, de proue de Mmh. l'existentialisme, avec sa femme Simone de Beauvoir, sont tous les 2 les figures de proue de l'existentialisme. Et pour définir, l'existentialisme, peut-être que vous connaissez la phrase très connue: «L'existence précède l'essence». Comment le relier à l'identité? Eh bien, à travers la question de la conscience de soi. Pour Sartre, il y a la question de la question réflexive, c'est-à-dire notre capacité à se projeter en avant, dans l'avenir, et de s'imaginer à court et long terme dans ce futur probable. Mais du coup, la conscience réflexive, et on en arrive à la notion d'identité, elle implique plusieurs choses. Premièrement, elle implique une question de responsabilité, puisque l'individu, en fait, il est libre de tous ses choix puisqu'il en est à l'origine. Puisque je suis à l'origine de mes actions, je suis libre de faire tout ce que je veux, Mmh. mais du coup, j'ai la responsabilité de toutes mes actions. Dans un second temps, lorsqu'il assume ses choix, lorsqu'il en est donc responsable, il fait preuve d'authenticité. En gros, en fait, quand tu es authentique, Tu es honnête avec toi-même. ouais, voilà, exactement. Il y a pas il y a D'ailleurs, ce qui fait opposition à la mauvaise foi, bien sûr. heu, concept dont on parlera dans l'épisode sur la responsabilité, puisque, c'est le fait de ne De ne pas Ouais, de se poser en victime et de ne pas assumer son comportement ou ses choix. exactement. Et enfin, les expériences que nous vivons, elles sont contingentes. Il n'y a pas de loi naturelle qui provoque les actions et donc dans chacune de nos actions, on est responsable parce qu'il n'y a aucun élément extérieur Oui. qui les causerait. Et du coup, les expériences sont contingentes, c'est-à-dire c'est le résultat de circonstances non définies à l'avance. Mmh. Et du coup, pour lui, l'identité, c'est pas quelque chose de prédéfini, mais plutôt le produit des choix et des actions d'un individu. C'est pour ça que je me suis permis de faire une transition avec ce que tu venais de dire juste avant. Ouais.
Ouais, ouais. Puisque tu disais: «Moi, je m'identifie en tant qu'individu, je fais ce que je fais, je décide de ce que je fais et ce n'est pas les autres qui vont me définir». Mmh. C'est vrai. C'est totalement ça. Et il y a un manga qui peut être, facilement mis en relation avec cette idée d'identité, totalement, libre et responsable, c'est The Summer Hikaru Died. J'ai aujourd'hui, c'est les anglicismes, ça y va, hein. Ah oui, bah, on les enchaîne et puis c'est pas fini et Et ce c'est n'est pas pas fini. fini! Donc, The Summer Hikaru Died de Moku Moku Ren, publié chez Pika, et actuellement en 3 tomes en VF sur 4 et toujours en cours au Japon. Alors, est-ce que tu peux me raconter de quoi parle The Summer Hikaru Died? Alors, The Summer Hikaru Died, c'est l'histoire de 2 adolescents, Hikaru et Yoshiki, qui sont amis d'enfance et ils ont grandi tous les 2 ensemble dans un village perdu, au fin fond du Japon. Sauf que durant l'été, alors déjà pour le contexte, ceux qui ne savent pas, l'année scolaire au Japon se fait d'avril à fin mars. Et contrairement à nous, Européens ou en tout cas Français, ils ont pendant les vacances d'été, un seul mois de vacances. Et généralement, c'est le temps des festivals, machin, et cetera. Voilà, c'est festival d'été, voilà, la totale. Sauf que, en fait, pendant l'été, Hikaru, disparaît. Il disparaît, dans la forêt et lorsqu'il revient, il a totalement changé. Yoshiki, le reconnaît, mais pas trop, et en fait, il s'avère que Hikaru a été remplacé par, entre guillemets, «autre chose». Donc Yoshiki, lui, il refuse d'être séparé de son ami, pour qui, visiblement, il a des sentiments, au-delà Oh là là! au-delà de l'amitié. En tout cas, pour qui il éprouve quelque chose et en fait, Yoshiki va, rencontrer cette créature qui a pris la place de Hikaru, qui a ses souvenirs et cetera, mais qui n'arrive pas totalement à prendre la place de Hikaru et donc il y a Mmh. ce débat-là autour de, Hikaru est Hikaru, mais n'est pas vraiment Hikaru. Est-il, autre chose? Est-ce que c'est mon ami? C'est ça, est-il toujours mon ami? Qui est-il réellement? Quel est son but? Quels sont ses objectifs? Pourquoi est-il là? Où est le vrai Hikaru? Qu'est-il arrivé au vrai Mmh. Hikaru? Et cetera, et cetera. Et donc il y a toute cette recherche, tout ce mystère autour de cette créature, d'autant plus que l'arrivée de cette créature dans la vie de Yoshiki et du village en lui-même va entraîner d'étranges incidents qui vont se produire un peu partout dans le village. C'est drôle parce que, pendant qu'on est en train d'en parler, je pensais à quelque chose, d'intéressant. Tout à l'heure, on parlait de la mauvaise foi. Ouais. La mauvaise foi, le fait, de ne pas assumer ses actions et donc de se donner un rôle, mécanique, Oui, un rôle de protection, un peu comme un robot qui remplit des ouais, fonctions et c'est cetera. ça, c'est ça. Sartre, dans, L'être et le néant, parle de la figure du garçon de café. Le garçon de café, c'est quelqu'un qui décide de renoncer à sa nature d'homme pour remplir un rôle fonctionnel qui est celui de garçon de café. Il arrive, mécaniquement, il prend ta commande, il va chercher ta commande, il te la sert et Ouais. voilà. Et au final, dans The Summer Hikaru Died, le rôle du monstre est de jouer Hikaru. Ouais. Il renonce à une identité qu'il semble avoir, c'est-à-dire lui en tant que monstre, Ouais. puisqu'il y a toute une dimension, tout un mystère qui tourne autour de qui est cette bête, Ouais, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et lui, justement, fait preuve de mauvaise foi et rentre dans un rôle mécanique tout à fait, de Hikaru. en se basant sur les souvenirs du garçon, en fait. Il a endossé le costume d'Hikaru pour, justement combler ce vide dont Yoshiki, était victime, en réalité. Et Yoshiki lui-même, au final, fait Bah, oui, également preuve de de mauvaise mauvaise foi, puisqu'il colle une image mécanique bien sûr, sur le monstre, alors qu'il sait très bien qu'en face de lui, ce n'est pas Hikaru. c'est pas Hikaru, puisqu'il expérimente des choses C'est ça. qu'il n'a jamais vécues avec Hikaru. Donc, même l'identité de leur relation, la nature Mmh, de leur relation, sur quoi est-elle basée? c'est ça. Et là, pour l'instant, alors je sais plus où j'en suis dans l'histoire, mais on n'a pas encore de réponse. Pour Mmh. l'instant, on a, beaucoup de suppositions, beaucoup de. En fait, l'auteur est suffisamment doué dans ce manga pour venir provoquer notre imagination et la laisser travailler d'elle-même. Alors, bien évidemment, il y a eu énormément de débats sur les internets concernant la relation entre Hikaru et Yoshiki. Mais ce n'est qu'un détail de l'histoire.
Parce que le Et ce détail est excellent. oui, ah oui, 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 non, mais clairement. Et puis c'est surtout que en fait, en soi, on s'en fout, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire en elle-même qui est extrêmement prenante. L'auteur arrive à créer cette ambiance pesante, lourde, tout en venant travailler ton imagination. Enfin, vraiment, c'est d'une qualité scénaristique, c'est impressionnant. C'est très drôle parce que durant la lecture, à chaque fois que j'ouvre les bouquins, pour l'instant j'en ai lu que 2 sur les 3 sorties, je trouve qu'il y a une sensation de poisse. Je Complet. sais pas comment l'expliquer, mais par le trait, par le Ouais. noir, par l ce qui est montré, le côté summer, Mmh, été, est typique des étés japonais Ouais, c'est très actuels. moite, c'est très tropical. Exactement. Parce qu'on est sur il faut savoir qu'au Japon, il y a la saison des pluies en été, il me semble, et durant cette, saison, il fait extrêmement humide. Il y a un côté poisseux qu'on ressent constamment et je trouve que ce manga, bizarrement, mais le retranscrit, mais d'une façon Mmh, qui est géniale. Je C'est un des rares mangas aujourd'hui qui arrive à me donner une sensation de malaise, ouais, c'est vrai. mais sans aller dans le trash parce qu'on peut très facilement le Oui, faire. oui, oui, non, mais complètement. Là, c'est vraiment le malaise, genre, tu vraiment l'impression de toi-même d'y être et d'être épié par cette créature, par-dessus ton Oui. épaule. Quand j'ai lu le tome 1, j'étais en mode, «Bon, OK, il est 15 heures, je vais pas aller faire de sieste parce que je sens que ça va très, très mal se passer. Donc on va tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que mon cerveau, il ait digéré le truc». Allez. Genre vraiment, à l'époque, ce qui m'avait fait un peu le même effet, c'était, putain, cette franchise de films d'horreur, Paranormal Activity. Oui, Et j'avais eu un peu cette même sensation où, en fait, ça faisait tellement travailler mon cerveau que, au final, pendant des heures après, ça restait, j'étais là: «Non, non, je regarderai pas sur mon lit. Non, non, j'irai pas regarder derrière la porte. Non, 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 et non». beh, tu trouves pas que Paranormal Activity et The Summer Ikaru Died montrent la même chose, c'est-à-dire qu'ils en montrent peu? Ouais, c'est très vrai. En fait, je trouve que un bon film d'horreur ou une bonne œuvre d'horreur Mmh. ne doit pas en montrer trop. C'est justement ça l'art de maîtriser l'horreur, c'est de laisser le cerveau de l'individu qui découvre le titre faire tout le travail à ta place. Genre moi, tout ce qui est saut, et cetera, ça me fait ni chaud ni froid. Oui, parce que c'est visuel, C'est ça, c'est c'est fin et puis voilà, mais tout ce qui est Paranormal Activity, il y avait eu quoi, le film avec, la petite fille, ah, Annabelle? non, t'avais un film, d'une petite fille qui était en fait une adulte. Oui, oui, je vois de quoi tu parles. Enfin bref, Chelsea, je me rappelle plus quoi. Esther. Esther, voilà, exactement. Esther. Donc pour revenir à la question, de l'identité. Au final, en fait, l'existentialisme, à travers la vision de Sartre, on s'est concentré sur Sartre, hein, mais Mmh. la question de l'identité, peut être aussi retranscrite, pardon, avec, Beauvoir, «On n'est pas femme, on le devient». C'est Bien ce que tu sûr, mais expliquais, totalement. c'est à travers nos expériences, à travers, Tout à fait, notre, qu'on construit notre identité de genre tout à fait. et justement, à travers la question de l'expérience et de l'identité personnelle. En fait, il y a différentes questions qui peuvent être, abordées. Tu vois? Du moment où je prends conscience de quelque chose que je fais, je me sépare déjà de cette conscience. La conscience, il faut la voir comme un projecteur. Mmh. C'est la caméra et on ne voit qu'une image. On Bien ne sûr, verra jamais la caméra. bien sûr. La caméra d'ailleurs, en fait, dans l'être et le néant, la caméra, c'est le néant et du coup, si du néant tout part de moi, en fait, comment je peux rester authentique? Comment je peux rester, moi-même? Eh bien, une des réponses qu'on peut avoir, c'est peut-être notre, rapport aux autres. Mmh, Une des réponses possibles, peut-être dans le regard extérieur. c'est ça. Déjà, il y a l'école de Francfort qui en parle, Mmh. qui est, hyper intéressant, que eux, ils vont parler de l'intersubjectivité transcendantale. Pardon, excusez-moi. Ils vont Il parler y a de pas de souci. l'intersubjectivité transcendantale et donc en fait, on pourrait résumer cette idée par: «Je détermine mon identité grâce à mon rapport à l'autre». Et donc là, on vient souligner un point qui est extrêmement important dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire l'importance des relations qu'on a aux autres dans le développement de notre propre identité et de notre conscience individuelle. Je vais dire Mmh. intellectuelle, mais ça, individuelle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les autres et les relations qu'on va créer vont venir influencer notre comportement, notre perception du monde, mais également de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va tendance à définir le monde
selon ce qu'on nous aura appris, selon Mmh. ce qu'on nous aura transmis, selon ce qu'on aura vu, selon la façon dont on l'aura vécu, etc. Et ça va être pareil pour notre identité à titre d'individu. Et donc en fait, notre identité n'est plus unique et elle devient multiple en réalité, selon le contexte et l'environnement dans lequel on évolue ou dans lequel on se trouve, même de manière extrêmement ponctuelle. Mmh. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la même identité en présence de Maxime que en présence de, par exemple, mon meilleur pote qui s'appelle Vanna. Je n'aurai pas la même identité. Parce que je Bonjour n'aurai Vanna. parce que je n'aurai pas le même comportement, je n'aurai pas forcément, je n'ai pas le même vécu avec l'un qu'avec l'autre Totalement. et donc forcément, je n'ai pas la même vision des choses. Même s'il peut y avoir des points communs, attention. Mais ce n'est pas étant donné que ce sont 2 histoires différentes, ça fait de moi 2 personnes différentes pour 2 personnes différentes. Ce que j'aime beaucoup avec, l'identité transcendantale, enfin l'intersubjectivité transcendantale, d'abord, c'est, l'un de mes, 1ers souvenirs de cours de philo quand j'étais en terminale. Ça commence à remonter maintenant. Ça remonte moins loin que chez moi, alors calme-toi. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Calme-toi. C'est justement ce qui m'a donné le goût à la philo. Enfin bref, je suis pas là pour parler de moi. En fait, dans l'intersubjectivité transcendantale, je me souviens de mon professeur qui m'avait fait, une très bonne, métaphore pour expliquer le principe. C'est celle de Robinson Crusoe et Oui, Vendredi ou la vie sauvage. ou même Tarzan. Ou même Tarzan. En fait, dans Vendredi ou la vie sauvage, Robinson Crusoe tombe avec un enfant qui était sur un bateau, sur l'île dans laquelle Robinson va s'échouer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si je suis tout seul, à quoi je vais m'identifier? Est-ce que je vais parler de moi constamment, Mmh. quitte à tomber dans la démence et donc oublier réellement qui je suis? Puisque, les cas d'isolement montrent la démence qui peut se créer. Mmh. Malheureusement, le cas d'Alzheimer, est, encore plus, probable dans des environnements où la personne évolue seule. Mmh. Donc dans cet état-là, comment je peux affirmer que je suis, libre de mes actions, Ouais, bien sûr, responsable de ouais. mes actions? Donc, sur cette île Robinson, s'il est seul, il va s'identifier au palmier, donc il va devenir un palmier? Il va devenir une noix de coco? Bah non. Non, il va devenir fou. Il va petit à petit perdre son identité. Ouais. Alors que avec Vendredi, c'est dans l'autre, dans son regard porté sur moi, Ouais. que je vais m'identifier. En fait, l'autre est un miroir de ma propre conscience. Mmh. Parce que je regarde l'autre, j'ai un point de sauvegarde, pour Ouais, ainsi dire. Donc, grosso merdo, c'est un peu l'idée, hein. j'ai un point de sauvegarde de qui je suis et donc de comment je comprends mon environnement, comment je me perçois dans celui-ci. Tout à fait. Et ça, pour le coup, en fait, cette notion-là, on la retrouve dans un manga de chez Pika, que moi j'aime, encore une fois, énormément, qui s'appelle To Your Eternity, qui est signé Oima Yoshitoki, que l'on Mmh. connaît notamment pour A Silent Voice, disponible chez Kiyun. Ah, c'est également un Silent Voice? Oui. Ah, je savais pas du tout, tiens. Attends, je vérifie parce que tu me mets le doute en plus, hein. Il me met le doute, hein. Ah, Oui, mais c'est bien A Silent Voice. c'est une très bonne surprise, je savais Et pas c'est du tout. également la dessinatrice de Marduk Scramble. D'accord, alors le dernier, je le connais pas malheureusement, mais Mais du coup, c'est la créatrice de. Alors, ah, c'est Marduk génial. Scramble est dispo chez Nueve Graphics. D'accord, Et en fait, Yoshitoki Oima est également l'autrice et la dessinatrice de A Silent Voice. d'accord, très bien. Et donc, si dans A Silent Voice, on s'intéresse au handicap, à son impact sur la vie en fait d'une jeune adolescente et sur la perception que les autres vont en avoir et ce que ça peut entraîner malheureusement des cas de harcèlement, etc. Dans To Your Eternity, on s'intéresse vraiment pour le coup à la conception d'identité pure. C'est-à-dire que dans To Your Eternity, la première phrase du synopsis, elle est assez claire, tout en étant très mystérieuse. C'est à l'épreuve de la réalité que je saurai ce que je suis. Voilà pourquoi mon voyage commence. Waouh! Et en gros, c'est l'histoire d'un être qui a été envoyé sur Terre pour vivre des expériences et trouver ce qu'elle est réellement, quelle est sa place dans le monde. Et en fait, cet être, qu'on appellera Im bien plus tard, a la capacité, entre guillemets, de voler les identités des individus, ou en tout cas des choses qu'il va rencontrer. Donc il va commencer par être un caillou. Pardon. Il va commencer par être un caillou,
Ensuite, il va faire la rencontre d'un loup mourant. Donc, il va Mmh. prendre l'identité du loup. Et puis, en plus de ça, il se souvient des souvenirs, enfin, il garde les souvenirs Mmh. des êtres vivants dont il vole, entre guillemets, l'identité. Donc, il va retrouver le jeune garçon qui partageait sa vie avec le loup, dont il va prendre l'identité, et ainsi de suite. Et en fait, tout au long du manga, qui compte aujourd'hui 19 tomes en France, 21 au Japon, et qui est toujours en cours de sérialisation, C'est génial. alors déjà, c'est un excellent manga. Et en fait, c'est vraiment, l'utilisation d'une identité dans un contexte bien spécifique. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Im, par exemple, il a, incarné avec plein de je vais expliquer ça comme ça, mais c'est pas vraiment le cas, hein, bien évidemment. Mmh. Mais c'est comme s'il avait, une base de données d'identité et que selon la situation dans laquelle il se trouve, selon ses besoins. D'accord. Et donc, par exemple, au cours de l'histoire, il va y avoir une espèce de méchant mystérieux. Il va forcément avoir des adversaires à affronter, Mmh. des adversaires qui sont relativement puissants. Et en fait, il se rend compte que, bah, par exemple, le feu peut les endommager. Du coup, il va utiliser l'identité d'un cracheur de feu. Génial, OK. Par exemple, il doit protéger une petite fille. Du coup, il va prendre l'identité du loup pour protéger la petite fille. Que des trucs comme ça. Et en fait, OK. on tourne vraiment sur toute la première partie du manga, on tourne autour de ça. Là, on est plus dans le monde moderne et là, il y a Mmh. toute une partie sur les sectes qui se passe, mais on a toujours ce concept d'identité, d'être immortel, d'être ultime, dont on ne peut pas réellement définir l'identité, mais qui lui peut être à la fois lui et multiple. Et c'est hyper intéressant. Donc il est le Robinson Crusoe face à son vendredi, dans chaque situation, en fait? Ouais, complètement, sauf que lui, pour le coup, il arrive à avoir sa propre identité à travers les identités qu'il vole. Il sait qu'il est Im, il sait qu'il est capable de ça, il sait qu'il peut utiliser telle ou telle personnalité pour telle ou telle situation. OK. Pour autant, il continue de se chercher, de se dire: «Mais OK, mais je suis ça, je peux faire ça, mais quelle est ma place? Quel est mon rôle dans le monde?» Ouais. OK. Alors, le temps file, donc malheureusement, on va passer, d'autres recommandations, mais toujours dans cette identité liée aux relations avec les individus. Ouais. Tu voulais nous parler de colis aussi, c'est ça? Hello, 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 c'est Maxime du futur, j'espère que vous allez bien. Vous pensiez ne pas m'avoir dans cet épisode, mais bien évidemment que si. Juste pour faire quelques précisions. En fait, on s'est rendu compte après le tournage de l'épisode que c'était pas tout à fait ça, la notion de Charles Horton Cooley. Donc, petite précision. Donc, en fait, en 1902, il publie dans Human Nature and the Social Order la notion de Looking Glass Self. En gros, c'est plus ou moins la même notion que l'intersubjectivité transcendantale qu'on a vue avec l'école de Francfort juste avant, mais cette fois-ci d'un point de vue sociologique, propre à la sociologie interactionniste. Tout comme Husserl et ses compagnons, pour lui, l'individu, il n'est pas défini comme Descartes l'entendait, c'est-à-dire isolé. Non, l'individu, il évolue dans la société, et donc il est constamment en interaction, à la fois avec l'image qu'il se fait de lui-même, et en même temps, l'image qu'il a en fonction du regard des autres. En gros, il y a une interaction entre comment je me vois et comment me voient les autres. Du coup, la société, elle aussi, elle va influencer notre comportement, donc nos actions, et donc, in fine, notre identité. Parce que vous avez suivi, on est toujours à l'origine de nos actions. Mais du coup, comment ça va se faire ? En fait, quand je fais quelque chose, je porte toujours attention au regard que les gens portent sur moi. Je vais faire toujours attention à ben, si je fais ça, comment va réagir la personne? Est-ce que quand je me mets devant telle personne, comment il va me percevoir? Et du coup, je vais forcément adapter mon comportement en fonction. Et donc, comme on l'a vu précédemment, nos actions, c'est nous qui en sommes à l'origine, donc nos actions déterminent notre identité, sachant que le social détermine également nos actions, le social détermine notre identité. Et du coup, pour Charles Horton Cooley, mon moi, il n'est pas isolé, il est social. Donc pour résumer, avec Charles Horton Cooley, premièrement, j'imagine comment la personne me voit en face d'elle. Deuxièmement, j'imagine comment cette personne me juge. Et enfin, j'adapte mon comportement, c'est-à-dire que je peux devenir heureux, peureux, honteux. Bref, je m'adapte en fonction
de qui j'ai en face de moi. Bref, je vous embête pas plus. Je vous souhaite un excellent épisode. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Et à très vite. Salut. Alors, si je puis me permettre, est-ce que je peux le mettre en relation avec un manga Mais vas-y, je t'en coup prie. de cœur, un manga qui... Attends. Je vois. Attends, laisse-moi regarder dans ma boule magique. Ah oui, je le vois. C'est Oshinoko. Tout à fait. Oshinoko, donc c'est 10 tomes sur 13 en cours de sérialisation chez Kurokawa. On suit l'histoire de deux jumeaux, donc Aqua et Ruby, qui ont une vie un peu particulière puisqu'ils sont les enfants de la superstar, l'idole préférée des petits et des grands, Ai Oshino. Sauf que, petit plot twist, Ai Oshino est décédé. En Aïe. effet... Oh, wow. Oh, wow. Ah, mais dis donc. Excuse-moi, mais est-ce que tu peux enlever ce petit nez rouge et ces cheveux colorés de ta tête? Parce que là, j'ai face à moi un véritable clown. Et du coup, je peux regarder mes grandes chaussures ou pas? Allez, c'est bon, c'est parce que c'est toi. Le destin a fait que Ai Oshino est décédée, mais dans un contexte un peu particulier, puisque, en effet, âgée de 16 ans, elle tombe enceinte et se réfugie chez un sage-femme, je n'ai pas le nom, un Obstétricien. obstétricien, qui est fan d'elle et qui va prendre soin d'elle jusqu'à l'accouchement. Et au moment où Ai Oshino va mettre au jour ses jumeaux, l'obstétricien, bon là, le sage-femme, va se faire assassiner par un des fans d'Ai et va se réincarner donc dans Aqua, l'un des deux jumeaux de Ai, tandis que la jeune fille dont il s'occupait, qui est décédée malheureusement d'un cancer, eh bien cette jeune fille va elle aussi se réincarner dans la jumelle Ruby. Bref, une histoire assez complexe, mais qui montre justement une histoire de vengeance où les personnages des deux jumeaux s'identifient à la fois à leur vie passée Ouais. et également à leur statut d'enfant de Ai. Et C'est du ça. coup, tu as une double identité qui va influer sur leur relation aux autres et au monde. Il y a même une troisième identité dans l'histoire. Qu'il y a leur identité de la vie passée, de leur vie passée. Il y a leur nouvelle identité en tant qu'enfant de Aïe, Mhm. mais il y a également leur identité d'enfant caché de l'agence de production. Exactement. Et du coup, notamment à travers le personnage de Aqua, la question d'identité sociale déterminée par le collet prend tout son sens. C'est ça. Puisque les autres vont porter un regard sur lui, Ouais. et lui va adapter ce regard pour donner la réponse que ces personnes souhaitent. Complètement. Et c'est d'ailleurs ce qui va, je sais plus dans quel tome, mais il y a, sans vouloir spoiler, il y a un moment dans l'histoire où ça va lui être extrêmement utile et ça va étonner tout le monde puisque lui, il ne veut pas devenir acteur et il s'avère qu'en fait, ce talent qu'il a de pouvoir avoir cette, on va dire, identité à chaque contexte va lui permettre justement de donner le change dans plusieurs situations. C'est vrai que Aqua, au final, est un personnage qui, justement, qui pourrait même être dit comme en crise d'identité, Complètement. puisque le meurtre qu'il a subi va impacter son regard sur le monde et donc Tout à va fait. impacter le comportement des autres par rapport à lui, Mm. notamment en tant qu'enfant d'idole, Mm. en tant qu'enfant star, en Mm. tant que tel. Bref, c'est une notion d'identité qui définit un peu tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant. Tout à fait. Et enfin, on arrive à une dernière vision de l'identité sociale qui serait celle de George Herbert Mead. Si c'est ça, si j'ai Ouais. bien compris. Ouais, c'est ça. Dans Self, Mind and Society, il estime que l'identité est le produit d'identification croisée et constitue un processus d'interaction réciproque. Donc, Django a commencé sa nuit, il ronfle. Bonne nuit Django, dors bien. Ah putain, puis il ronfle fort en plus. Donc, en fait, en réalité, pour lui, l'identité n'est pas immuable et elle va évoluer selon les expériences que tu vas vivre, selon ce que tu vas faire, selon ce que tu vas rencontrer. Et en fait, ton identité va être la résultante
des interactions que tu vas avoir avec le monde. Et en fait, par rapport à ça, dans cette idée-là, donc moi, il y a 2 mangas qui m'ont marqué. En tout cas, il y a 2 personnages, pas forcément 2 mangas à proprement parler qui abordent la Mmh. thématique, mais plutôt 2 personnages de manga. Il y a d'abord Urumi Kanzaki dans Great Teacher Onizuka. On passera mon accent éclaté au sol. Ah mais aujourd'hui, c'est full anglais, hein. C'est un enfer. Donc Urumi Kanzaki dans GTO, disponible chez Pika en 25 tomes, série terminée Mmh. et grand classique, du Bien manga. sûr. Et en Et fait également disponible, en animé sur Netflix, il me semble? oui et non, sur Crunchyroll, il doit arriver le 1er avril sur Netflix. Ah pardon, excuse-moi. Voilà. Parce que j'avais vu passer l'annonce il y a pas très longtemps. Et en fait, donc pour ceux qui ne savent pas qui est Urumi Kanzaki, au début, elle est présentée comme le petit génie de la classe, mais également la pire peste au monde. Vraiment. Genre, elle va aller de coup tordu en coup tordu sur Onizuka, même sur ses camarades, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et en fait, en creusant, donc Onizuka, forcément, ne se laisse pas nécessairement impressionner. Il va se laisser manipuler parce que il a raison de le faire, mais il y a un moment donné où il va décapsuler. Et en fait, il comprend que Urumi est un enfant éprouvette, que elle n'a été conçue que pour répondre à un besoin de sa mère, et que en plus de ça, sa mère, très certainement pour flatter son ego personnel, a choisi le sperme d'un donneur extrêmement intelligent, ce qui a donné naissance à Urumi, qui est extrêmement intelligente. Et du coup, la société a collé sur le dos de Kanzaki, d'Urumi, une identité dont elle n'a pas forcément envie. Et donc, on voit Urumi qui se débat tout au long tout au long de son arc, elle se débat pour se détacher de cette identité d'enfant génie, d'enfant d'expérience réussie de la science en réalité, Mmh. pour prouver au monde et à sa mère et aux gens qui l'entourent qu'elle est autre chose, qu'elle existe en tant qu'individu et pas seulement comme le petit maillon ou le grand maillon d'un tout censé servir une cause plus grande qu'elle. Donc il y a ce personnage-là, et il y a un deuxième personnage dans un manga qui vient de sortir chez Pika, toujours chez Pika, qui s'appelle Hiro, dans True Hero. Et donc True Hero, c'est un manga de Shihara Tatsuya, un manga fini en 4 tomes au Japon, dont le premier tome est sorti récemment chez nous. Et en fait, en gros, c'est, pour faire un gros résumé de True Hero sans spoil, c'est le mix parfait entre The Boys et My Hero Academia. Grosso merdo, pas compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans une société de super-héros, les super-héros sont adulés, idolâtrés, tout ce que vous voulez, sauf que, en fait, ils cachent un truc, et ça va faire exploser la marmite. Oh, c'est pas vrai. Oh, s'il te plaît, Batman, reviens. Bref, Attends, quand tu parles de marmite, ça veut dire que Maïté a des super pouvoirs? la cuisine d'un dragon d'or, je crois, non? Tu suces la liotte. Pardon. J'étais absolument pas prête à ça. Voilà. Mais dans tous les cas, dans True Hero, Hiro et son frère Ao sont jumeaux. Ils rêvent tous les deux de devenir des super-héros. Sauf que pour devenir un héros dans ce manga, il faut que tu aies des pouvoirs, que tu sois considéré comme un surhomme, et tes pouvoirs se déclenchent uniquement peuvent se déclencher si tu es poussé dans tes retranchements, selon une situation plus ou moins violente. Mmh. Ao a des pouvoirs, Hiro n'en a pas, Hiro abandonne ses rêves et se contente d'être entre guillemets nettoyeur de la ville. C'est un peu le Kafka Ibino de service. Ceux qui D'accord. n'ont pas la ref, Kafka Ibino est un personnage de Kaiju numéro 8, dispo chez Crunchyroll. Un animé est bientôt prévu. Je fais une pub d'enfer. Wouhou. Et en fait, le truc, c'est que Hiro, lui, se retrouve dans ce conflit de « Ok, mon frère est un héros, moi, je suis personne, pourtant c'est mon jumeau, et on me compare constamment à lui. » Mais voilà, et en fait, son identité va totalement changer lorsqu'il va découvrir la vérité sur les héros. Et du coup, là, il va devoir se repositionner sur « Ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que… » Et en plus de ça, faut lire le manga parce que dès le premier tome, en fait, son jumeau va avoir un impact assez important sur cette construction de double, voire triple identité. D'où l'idée de processus d'interaction réciproque. Totalement. Parce que là, pour le coup, en fait, les deux vont se lancer la balle, plus ou moins, jusqu'au moment où cette balle va plus devenir une fusion, tu vois. Mmh. Et tu vas rentrer en processus d'interaction avec les super-héros, mais Mmh. également avec ceux qui luttent contre les super-héros. Alors, c'est très drôle. Pardon, ça m'était pas venu à l'esprit, mais maintenant que t'en parles, ça me fait également penser à un manga chez Glénat qui s'appelle Shojin X.
de Oui! Suichida, où il y a plus ou moins le même trope avec, quelqu'un qui est excellent Ouais, et le héros de l'histoire ouais, c'est son meilleur pote qui est un peu raté, quoi. ouais, c'est ça, en fait, c'est le meilleur pote, de je Alors j'ai plus du tout les noms, mais oui, désolé, c'est son parce que meilleur j'ai pas pote, pris de notes. il est hyper intelligent, il est machin et cetera et puis ils vont se retrouver dans une situation où au final, ben, lui qui est un peu, le loser de service, va, déclencher une nouvelle identité et devenir, une espèce d'homme corbeau ou d'homme vautour, je sais plus exactement, Et alors que, son meilleur ami, qui est censé être, le, bon élève, ouais, le meilleur combattant, lui aussi va remettre son identité mmh, en question. Sans spoil, ça va avoir des répercussions, gigantesques sur sa vie et tous les 2 vont questionner leur rapport au monde qui ils sont vraiment. et quelle est leur place dans la société? Bref, pour conclure, allons sur un tout dernier auteur, mais très rapidement. Je vous en ai parlé en tout début d'épisode, mais j'aimerais conclure avec elle également, c'est Amélie Rorty, qui finalement est un peu dans la continuité de George Herbert Mead, qu'on vient de voir juste précédemment, puisque selon elle, l'identité, elle se définit par des caractéristiques physiques mentales, mais ces caractéristiques, elles sont aussi liées aux relations avec certaines personnes et groupes. En Mmh, fait, notre identité, elle est définie par les parents, les enfants, les professions, les rôles dans la société. Et pour elle, tout ça crée une identité essentielle. C'est-à-dire que par essence, un groupe est comme cela, même s'il y a un changement. mmh. Et tu vois, on rapporte là tout au long de notre présentation, on rapportait l'identité aux individus, mais l'identité peut être aussi rapportée au groupe, Totalement, mais on en parlait au début de l'épisode puisqu'on parle d'identité nationale, d'identité régionale. C'est pas des individus, là, c'est des groupes dont on parle. totalement. Et la notion d'essence, au final, est extrêmement intéressante à nouveau. J'ai ce tic de extrêmement intéressant, ça fait 4 épisodes, c'est terrible. Mais Va falloir varier en votre fait vocabulaire, mon petit, hein. oui, c'est vrai, excusez-moi. En parlant d'identité essentielle, elle, soulève également l'identité numérique. On va prendre les groupes, parce que c'est plus facile que, pour un individu, mais l'identité numérique, c'est les différents éléments qui constituent ce groupe. Mmh. Autrement dit, les personnes qui constituent le groupe créent l'identité du groupe. On parlait d'identité, nationale, régionale, comme tu viens de le dire. On peut penser aux partis politiques. Est-ce qu'un parti politique dont les membres, changent du tout au tout entre, T0 et T1, est-ce que ça reste le même parti politique? La question de l'essence est remise en question puisque, Mmh, au final, rien ne reste mmh, sauf l'essence, sauf la chose. Et ça revient à la métaphore qu'on connaît tous, qui est celle du bateau de Thésée. Thésée, au cours de son voyage à un bateau, le bateau va perdre des planches, planches qui vont être remplacées. À un certain moment, toutes les planches d'origine vont être usées et donc ce sera de nouvelles planches. mmh, Est-ce que le bateau de Thésée au début de l'aventure est toujours le bateau de Thésée à la fin de l'aventure? mmh. Est-ce que c'est toujours le même au cours du temps? Et donc, ça nous amène à un dernier manga qui est chez Vega Dupuis, écrit par Ishigishimoto Toshiya, en 10 tomes, série finie, qui est le bateau de Thésée. Je l'avais pas vu venir celle-là. Eh oui, Putain, je l'avais pas vu venir. Eh ben, dis donc. L'histoire, c'est une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium va frapper l'école primaire du village d'Oto-Osu, à mmh, Hokkaido, et va faire 21 victimes. Donc ça, c'est en 89. Le coupable désigné est le policier du village, un certain Bungo Sano, 28 ans après les faits. C'est son fils Shin qui se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Mais auparavant, Shin décide de faire un crochet par Osu, où il se trouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Oto-Osu, qui est censée avoir été rasée après le tram. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. en fait, avec le résumé que tu viens de nous présenter, qui est celui du manga officiellement, en fait, à travers le bateau de Thésée, ce manga-là, il y a la question des actes. Mm, Par la capacité du personnage à pouvoir revenir dans le passé, mm, il va changer petit à petit les événements. Et
chaque action qu'il fera, tout comme le bateau de Thésée dans la métaphore, va changer un élément. Mais petit à petit, chaque élément changé va causer une... Ouais, une variabilité. Exactement. Est-ce que parce que je fais telle chose, je crée une nouvelle identité? Ou est-ce que le village et le personnage principal restent, eux, les mêmes? Bref, il y a des questions de voyage dans le temps, des questions d'identité, des questions de conséquences, de responsabilité. Et c'est sur ces beaux mots que nous allons terminer, puisque nous avons abordé différents thèmes. On a à la fois abordé la question de l'essence et de l'existence de différents points de vue, la question de notre rapport aux autres pour la création de notre identité. Tout à fait. On a vu également la mise en récit Mm. de ce que nous sommes. Karna, si tu devais retenir une chose de cet épisode, qu'est-ce que ce serait? Que l'identité, c'est le bordel. Non, en vrai, plus sérieusement, si je devais retenir quelque chose de cet épisode, c'est que l'identité, en fait, aujourd'hui, elle est définissable par énormément de choses. On peut définir notre identité de différentes manières, mais que ce n'est pas une vérité absolue. Pour moi, c'est ça aujourd'hui une identité. Tu peux la définir selon plusieurs critères qui sont plus ou moins factuels, mais ce n'est pas une vérité absolue. Et un point aussi important, selon moi, à retenir, c'est que on a beau parler de ce qu'on produit, de ce que les gens ramènent vers nous, des conséquences de nos actes, ça peut paraître bête, mais l'identité ramène à la question de soi et de notre rapport à nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça également? C'est que plus on cherche à savoir qui on est, plus on cherche à se poser des questions sur nous et ce qui nous entoure, plus on sera à même de s'accepter. Et ce sera sur ça que nous allons nous quitter, Karna. Tout à fait. Eh bien, nous vous remercions de votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Et Ah oui. nous vous disons à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, le manga est né livre et partout. Il est dans les cases. Merci beaucoup. Vous étiez sur Entrepods. Passez une excellente soirée, une excellente journée. Merci encore pour votre fidélité. Et à très vite. Salut, salut. Ciao. Bonne soirée. Salut. Salut. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.